André Chassaigne, bonjour. Bonjour. Et je vous remercie aussi de votre fidélité à Salon CE, puisque c'est au moins la 3e ou 4e fois que vous venez chez nous, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On vous a reçu candidat aux législatives la dernière fois, candidat même à la candidature pour la présidentielle. Vous avez été réélu. C'est avec plaisir que je viens d'ailleurs pour échanger en tenant compte des attentes, en particulier des salariés. Et du monde du travail. Et du monde du travail en général. Alors, président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Alors, la gauche démocrate et républicaine, c'est l'opposition ou la majorité? Il est bien évident qu'on ne se considère pas dans l'opposition. Nous avons apporté le Front de gauche 4 millions de voix pour l'élection de François Hollande, président de la République. Quand je regarde dans l'hémicycle, la quasi-totalité des députés de gauche ont été élus avec le désistement des candidats communistes et des candidats Front de gauche. Disons qu'on est dans une forme de majorité de gauche, mais avec une autonomie que je qualifierais pour ma part de constructive. Ce qui veut dire par là que vous allez déposer vos propres projets de loi et vous ne voterez pas tout ce que le Parti socialiste vous propose. Voilà, très tranquillement, ce qui va dans le bon sens, ce qui permet de répondre aux attentes des habitants de notre pays, et notamment des salariés. On le votera en essayant de l'améliorer, c'est-à-dire que les projets de loi qui nous seront présentés, on travaillera ces projets de loi, on décidera de notre vote. Si le projet de loi nous semble un recul, une régression, une forme de renonciation par rapport à cette bataille qui est conduite contre les forces de l'argent, eh bien nous ne le voterons pas. D'accord. Donc quels sont, par exemple, un ou deux projets de loi que vous avez actuellement qui concernent le monde des salariés? Je pourrais en citer plusieurs, mais j'en citerai deux très emblématiques. Le premier, c'est la proposition de loi que nous avons déposée pour l'interdiction des licenciements boursiers. Nous avons d'ailleurs repris une proposition de loi qui avait été déposée en début 2012 au Sénat par nos amis du groupe communiste et citoyen au Sénat. Cette proposition de loi interdisant les licenciements boursiers a été à 2 doigts d'être votée au Sénat. Il manquait 4 voix. Les sénateurs socialistes l'ont votée. Aujourd'hui, avec la majorité socialiste à l'Assemblée nationale, il me semble évident que les députés socialistes devront voter et que très rapidement, nous allons avoir enfin une proposition de loi qui deviendra force de loi et qui interdira dans ce pays le scandale des licenciements boursiers avec des groupes qui récoltent des milliards de dividendes et qui, l'année suivante, se permettent de licencier par milliers. Alors, est-ce que ce type de projet de loi, j'ai entendu dire que le patron d'Unilever Monde avait dit continuez comme ça en France et puis on va sortir toutes nos usines de votre pays. Est-ce que vous ne craignez pas que ce type de loi fasse plus de mal que ce qu'elle pourrait faire de bien? Je pense que c'est le contraire, parce qu'actuellement, il y a une véritable urgence sociale. Et c'est une façon de lutter contre cette financiarisation de l'économie. Je crois que c'est le devenir du monde entier là, qui est concerné par la financiarisation de l'économie. Il faut bien que des États commencent à prendre à bras-le-corps cette question. Il n'est pas pensable qu'on sacrifie l'économie des usines, des sites industriels complets qui rapportent de l'argent parce qu'on estime que le gain est insuffisant. Et puis, on s'appuie sur des productions du pays. Et au contraire, on pense que c'est le meilleur moyen de maintenir des emplois, de bloquer des suppressions d'emplois qui ne se justifient pas. Alors, est-ce que pour ça, il ne faudrait pas un projet de loi pour donner de nouvelles prérogatives aux élus du personnel? Je crois qu'effectivement, en dehors de cette loi un peu emblématique qui interdirait les licenciements boursiers, il apparaît incontournable d'avoir une grande loi, on est en train d'y travailler, une grande loi permettant de donner aux salariés de nouveaux droits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que, par exemple, dans une entreprise qui est menacée, quand on interroge le comité d'entreprise, les salariés, quand eux-mêmes réfléchissent à des solutions alternatives, on se rend compte qu'il y a une intelligence incroyable du monde du travail pour faire des propositions qui permettent de maintenir la production. C'est quelque chose une forme de démocratie sociale qui, à mon avis, est indispensable, incontournable, si on veut avoir un vrai développement industriel dans notre pays. Faisons confiance aux salariés, à leur imagination et surtout au fait qu'eux, quand ils font des propositions, leurs propositions, elles s'appuient sur l'emploi, elles s'appuient sur le respect du territoire où est implanté le site industriel, elles s'appuient sur le devenir de l'entreprise. C'est fait avec des valeurs fortes.
Les groupes industriels, eux, les groupes financiers, ce qui les intéresse, c'est le court terme, c'est la rentabilité de l'argent. Et donc, ce n'est pas l'intérêt général. Et si on veut véritablement que l'intérêt général soit mis en œuvre dans notre pays, il faut que les salariés aient droit au chapitre. Alors après, il y avait deux sujets que je voulais aborder. Le premier, c'est dans certaines usines, on a vu le défilé pendant la campagne, et puis depuis la fin de la campagne, puisqu'il y a eu d'autres cas d'annonce de PSE, de toutes les personnalités politiques, de tous bords confondus. Je pense à Fralib à Jamanos, ou chez Doux en Bretagne et ailleurs, ou chez PSA. Est-ce que vous suivez le déroulement des luttes des travailleurs dans ces entreprises, et notamment Fralib? Est-ce que vous rappelez quelquefois au ministre du Développement productif sur quoi il s'est engagé dans ces entreprises-là? Bien sûr, une chose qui m'horripile, c'est quand pendant une campagne électorale, on dit à gauche toute, et qu'au lendemain, après l'élection, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est un déni de la politique. Et il faut redonner ses lettres de noblesse à la politique. Et redonner ses lettres de noblesse à la politique, c'est au lendemain des élections, mettre en œuvre ce que l'on a promis avant. Je pense au Fralib. On se rend compte qu'il y a des verrous législatifs qui font que leur projet de reprise de l'entreprise, tel éléphant, actuellement propriété d'Unilever et du Lipton, leur projet de reprise de l'entreprise exige de faire sauter des verrous législatifs. Je vais en citer un, entre autres. C'est celui de la propriété de la marque. Une marque telle que le tel éléphant, qui a 120 ans, qui est fortement liée au territoire des Bouches-du-Rhône, qui a été valorisée par le travail des salariés, qui s'est accompagnée de plus technologiques, fait partie du patrimoine national. Il faut donc une loi qui permettrait d'empêcher qu'une marque faisant partie du patrimoine national puisse être utilisée à l'étranger pour ensuite, de façon frauduleuse, importer chez nous des produits qui prennent le nom d'une marque qui en fait est le résultat d'une délocalisation. C'est ce qui s'est passé dans votre région, à Saint-Thior, avec la verrerie qui fabriquait ces isolants pour EDF, qu'une marque italienne a acheté pour la faire fabriquer ailleurs, garder le nom et garder le marché. Oui, mais non seulement on garde le marché, mais ce qu'il y a de pire, c'est que souvent on garde la marque. Cette marque emblématique, on la garde pour conserver les marchés, mais on fait fabriquer à l'étranger. Je vis ça personnellement comme député de la coutellerie ou sur Thiers, on a des marques de couteaux. Quand une entreprise a des difficultés, si la marque est rachetée par un repreneur, rien n'empêche le repreneur d'aller fabriquer en Chine, au Pakistan, et ensuite de venir chez nous et d'inonder le marché avec des produits qui ont été fabriqués à bas coût, mais qui portent une marque française. Oui, qui ne sont même pas considérés comme de la contrefaçon. C'est même pas de la contrefaçon. Alors, on a vu le suivi. Comment concrètement vous suivez ce dossier, notamment, bon, on peut parler de PSA qui est un peu plus récent, avec votre engagement auprès des travailleurs et votre mandat local, régional de maire de Saint-Amand-Roche-Savine, et puis aussi votre travail à l'Assemblée nationale. Comment, avec le nombre de députés assez réduit que vous avez dans votre groupe, vous arrivez à être sur tous ces fronts? Je ne suis plus maire d'abord. C'est un mandat que j'ai abandonné, de même que mon mandat de président de groupe au Conseil régional d'Auvergne. C'est vrai que ça demande beaucoup d'implication, le travail parlementaire, et ce qu'il y a surtout de très important, j'allais dire de déterminant aujourd'hui, c'est de développer une nouvelle pratique, c'est de faire en sorte que le travail parlementaire soit en lien continuel avec le terrain, avec le mouvement social, avec des luttes qui sont conduites sur des territoires, dans des entreprises, avec des mobilisations de salariés, par exemple, sur des problèmes précis. Il faut donc qu'on ait continuellement cette articulation entre les deux. C'est d'ailleurs, je crois pour ma part, une des raisons d'être du Front de gauche, cette nouvelle façon de faire de la politique qui est tout à fait à l'opposé de la personnalisation de la vie politique, mais qui fait que véritablement on prend à bras le corps collectivement les questions et on essaie d'apporter des réponses. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'élu du peuple à l'Assemblée nationale peut passer comme un message aux élus des comités d'entreprise, élus qui sont les plus proches de leurs électeurs avec le maire? Je dirais que c'est faire en sorte que dans les luttes qu'ils peuvent conduire, dans les questionnements aussi qu'ils peuvent avoir,
qu'ils essaient de trouver le prolongement politique. Mais ça, en toute indépendance, sans instrumentalisation. Mais pensez qu'il y a dans ce pays des élus qui ne sont pas sur des postures politiciennes, mais qui n'ont qu'une seule volonté, c'est répondre à l'intérêt général. Et je crois qu'il faut qu'ils n'aient pas peur de faire appel à nous, de nous faire remonter leurs revendications, s'ils le souhaitent, travailler avec nous dans des constructions collectives. Et je crois que c'est le meilleur moyen qu'on aura pour faire bouger les choses. Mais je crois que c'est une excellente conclusion. André Chassaigne, merci. J'espère rendez-vous au semestre prochain où on pourra vous accueillir sur un débat où vous nous expliquerez votre travail, qu'est-ce qu'il a donné comme fruit dans le suivi de ces entreprises-là que vous avez à l'œil et les dossiers sur votre bureau. Merci, pour moi c'est un plaisir d'échanger sur ces questions-là. Merci beaucoup André.